Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La compétition économique mondiale est injuste. C'est pourquoi l'ONU soutient les pays les moins développés. Son bras armé économique, c'est l'ITC, l'International Trade Center. En français, le Centre de commerce international. Cette agence de l'ONU est située à Genève. Parmi ses missions, l'ITC appuie les entreprises, plutôt PME-PMI, à l'exportation. Pour en parler plus précisément, je reçois sa directrice générale, Arantxa González. Bonjour, Arantxa. Bonjour, bonjour. Quelle est votre vision, à vous, personnelle, de la compétition économique mondiale ? Une énorme source d'opportunités, opportunités qu'il faut saisir, mais que beaucoup de gens, beaucoup de PME, beaucoup de femmes, des jeunes ne saisissent pas automatiquement. Donc il faut construire un pont entre les opportunités et les transformer en réalité. Et c'est de là qu'il s'agit. Vous voyez l'économie des pays en développement. Sincèrement, est-ce que la compétition est juste quand il s'attaque à des économies comme celle de l'Europe, des États-Unis ou de Chine ? Elle est juste parce qu'aujourd'hui, la technologie, l'ouverture commerciale, l'ouverture aux investissements, la formation des jeunes leur permet de faire la concurrence aux grands pays. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la taille, c'est l'innovation, c'est la capacité de créer, c'est la créativité. C'est de cela qu'il s'agit. Mais évidemment, cela ne se passe pas automatiquement. Et quand on est un pays pauvre, ou quand on est une femme dans l'informel, ou quand on est un jeune avec plein d'idées, mais pas un accès au crédit, tout cela, il faut les maîtriser, il faut l'aider. Il faut mettre un peu d'huile dans les rouages pour que ces rouages puissent aider tous ces individus à devenir des acteurs économiques. Alors, Arantxa González, vous ne croyez pas à la guerre économique, vous ? La guerre économique, c'est un concept qui fait la une des journaux, mais dans la réalité, l'interdépendance de nos économies aujourd'hui nous empêche de nous faire la guerre. C'est ce qu'on a vu avec la crise de 2008. On a tous parlé des dangers du protectionnisme, on a tous parlé de la guerre entre les États-Unis et la Chine. Mais en réalité, cela n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que nos économies aujourd'hui sont trop interdépendantes. Ils sont trop imbriqués les unes avec les autres. Donc, on ne peut pas faire la guerre. Alors, on fait parfois, on donne des coups de coude ou des coups de pied. Mais en réalité, il faut travailler. Et cela qu'on voit, par exemple, dans les négociations des accords commerciaux, comment les gens essayent de se mettre ensemble pour trouver des cadres à l'intérieur desquels leurs entreprises vont pouvoir œuvrer. Alors, par exemple, si on prend l'Afrique, que vous connaissez assez bien quand même, et qu'on voit toutes les problématiques, notamment autour des multinationales qui viennent piller une partie de ressources, ces mêmes multinationales qui ne payent pas suffisamment d'impôts à ces pays, c'est autant d'argent qui n'iront pas dans l'aide à ces petites entreprises. Correct. Et c'est pourquoi la clé aujourd'hui en Afrique, comme en Amérique latine, comme au sud-est asiatique, c'est la montée en gamme. C'est faire plus de transformations locales. Oui. C'est pas simplement d'exporter des commodités, exporter des matières premières. C'est faire plus de transformations locales. C'est ce que nous essayons de faire au Bénin avec les noix de cajou, au Mali avec les cotons bruts, au Rwanda avec les cafés, au Kenya avec les thés. Autant de matières premières dont l'Afrique est très, très riche, mais pas simplement pour exporter sans transformation. C'est la transformation qui fait la valeur, c'est la transformation qui crée des emplois, c'est les emplois qui formalisent l'entrée des jeunes dans nos économies. Valeur ajoutée. Justement, de quels outils à l'ITC vous disposez pour accompagner cette transformation ? 3 niveaux. D'abord, politique commerciale et politique d'accompagnement, politique de doing business dans les pays de manière à ce qu'on réduise les coûts pour les petits entrepreneurs. Si les coûts des passages en douane sont trop élevés, si les coûts, par exemple, des passages en douane sont l'équivalent de 20% de la valeur de la marchandise, les PME, ils restent dans les marchés domestiques. Ils ne peuvent pas aller à l'international. Donc d'abord, des politiques publiques qui aident les petites et moyennes entreprises à s'insérer dans l'économie internationale. Deuxième niveau, des institutions d'appui aux petites et moyennes entreprises, appui au commerce, appui aux investissements, c'est des chambres de commerce, des agences de promotion du commerce et des investissements qui vont être la conduite par laquelle ces PME vont aller dans les marchés globaux. Troisième niveau, c'est les entreprises elles-mêmes.
C'est ce qu'on fait. Je vous donne un exemple. Au Bénin, avec des producteurs de noix de cajou, pour nous assurer que la production correspond aux normes sanitaires internationales, qu'elles sont certifiées aptes pour la consommation humaine, qu'elles sont, si en plus elles peuvent être certifiées organiques, encore plus de valeur ajoutée, qu'elles soient transformées au Bénin, qu'elles soient emballées au Bénin, qu'on puisse les exporter au Vietnam. Alors, vous avez un service d'intelligence économique à l'ITC. Qu'est-ce que l'intelligence économique peut amener à ces pays-là, que ce soit Afrique ou Asie ou Amérique latine, pour permettre ce développement? Intelligence économique essentielle pour pouvoir s'internationaliser. Il s'agit de quoi? Transformer des informations qu'on a tous, mettre toutes ces informations en réseau et produire avec cela de la valeur ajoutée, un donné, un chiffre, un savoir où est-ce que moi, un producteur des noix de cajou de Bénin, quels sont les marchés sur lesquels je devrais miser? Alors, traditionnellement, je les exportais en France. Mais j'ai découvert, à travers l'intelligence économique, qu'il y a un énorme potentiel dans les marchés du sud-est asiatique. Alors, il me faut savoir quelles sont les conditions d'accès à ces marchés, qui sont mes concurrents. Dans 10 ans, quelles sont les projections des consommations locales, quels sont les habits alimentaires, quels sont les potentiels d'investissement croisés que les Vietnamiens viennent s'installer chez moi pour me transférer les know-how dans la manière dont on peut traiter ces noix de cajou et les transformer en produits à valeur ajoutée. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Comprendre quel est l'environnement dans lequel l'entreprise peut faire plus de valeur ajoutée. Et là, en intelligence économique, concrètement, vous intervenez comment? Formation, aide aux outils, comment vous intervenez? Déjà des outils en ligne, des outils qui sont accessibles par tout le monde, gratos. Donc une grosse banque de données que vous gérez. Exact. C'est pas simplement des données, c'est des données qui sont mises ensemble. Ouais. Donc si je mets les données des consommations avec les données d'importation, les données des productions, les données des investissements, j'ai beaucoup plus que des données, j'ai de l'intelligence. Ouais. Alors, des outils d'intelligence qui sont accessibles, qui sont online, n'importe qui avec son PC ou son iPad de chez lui, de chez elle, peut l'accéder. Deuxième, un transfert de know-how à des institutions locales. Transfert de connaissances, de know-how. C'est mettre tous ces outils dans des institutions, dans les pays, de manière à ce que eux, qui sont beaucoup plus proches des entreprises, puissent donner cet accompagnement aux entreprises. Troisièmement, c'est de la formation, former des gens, des spécialistes dans l'intelligence économique. Et on fait des ateliers partout dans le monde. C'est un domaine où on nous demande de plus en plus, parce que les gens veulent savoir vers où se diriger. Vous êtes beaucoup sollicité. Est-ce que vous pouvez répondre à toutes les demandes? Alors, pour pouvoir répondre à toutes les demandes, il s'agit de créer de la capacité sur place dans les pays. Il y a des millions de PME dans le monde. Des millions. Ce n'est pas avec eux directement qu'on va pouvoir faire, on va pas pouvoir transférer cette connaissance. Mais si on travaille avec des institutions locales, des chambres de commerce, des organisations de promotion du commerce et des investissements, on transfère notre connaissance à ces institutions et elles les repliquent sur place. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a une partie du monde qui a plus d'appétit pour ce que vous apportez en termes d'intelligence économique? Est-ce que c'est la même demande en Afrique, en Amérique latine, en Asie? C'est la même demande, mais c'est ajusté, adapté à la réalité locale. Par exemple, dans l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de demandes pour comprendre quoi faire du coton brut. Comment est-ce qu'on monte en gamme du coton? Comment est-ce qu'on peut passer à des vêtements? Qui demande quels vêtements? Avec quelle composition? Qui sont les concurrents? Donc, c'est la même question ajustée aux conditions des températures, longitude et latitude spécifiques. Beaucoup dans l'agroalimentaire. Et je trouve que cela a un potentiel énorme. Dans le continent africain, l'agroalimentaire, c'est l'industrie du futur. Quand on parle de l'industrialisation en Afrique, on pense toujours aux usines pour fabriquer des avions ou des téléphones, et on oublie que l'Afrique a des énormes atouts en matière agricole. C'est vrai, on oublie. On pense plutôt au Brésil, parmi les émergents. Et alors, est-ce que vous recevez un bon accueil des institutions publiques, des États, des gouvernements dans cette démarche? Absolument, absolument. Nous sommes une agence de développement qui est très, très, très connue et très appréciée dans les pays. D'ailleurs,
un développement, comme dans les pays développés, on est aussi très apprécié en Europe ou aux États-Unis parce qu'au fil des 50 années de notre vie, on a créé, on est sur toute une série d'informations, des données que probablement aucune autre institution possède. Alors, la mise en outil, l'exploitation de toutes ces données, c'est de cela que nous voulons faire bénéficier tous nos partenaires. Alors, pour cette action, il faut de l'argent. Vous bénéficiez de combien d'argent pour pouvoir aider les pays qui le demandent ? Absolument, il s'agit aussi de mettre un peu de moyens pour y arriver, comme partout. Nous sommes une agence de développement, donc nous comptons beaucoup sur la générosité des pays qui sont fournisseurs d'aide au développement. C'est des pays traditionnels, les pays du Nord, mais de plus en plus aussi les pays du Sud. Nous comptons entre nos donateurs des pays comme la Chine, des pays comme l'Afrique, des pays comme le Brésil, la Turquie, la Corée. Je crois que les gens ont compris, surtout les gens qui font l'aide au développement, qu'il faut mettre plus d'aide au développement dans les secteurs économiques. Merci beaucoup, Arantxa González, pour toutes ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.